j'avais construit ma vie comme on bâtit un empire, sur des fondations que je croyais indestructibles. L'amour, la confiance, la famille. Mon mariage avec Adrien était la pièce maîtresse de cet édifice. J était Éléonore de Valois, l'héritière, mais j'avais volontairement mis mon intelligence et mes ambitions en sourdine pour devenir sa plus grande alliée, l'épouse dévouée qui l'applaudissait à chaque étape de son ascension au sein de l'entreprise familiale. Notre hôtel particulier du 16e arrondissement N n'était pas une maison, c'était le théâtre de notre bonheur parfait. Un sanctuaire rempli de rires, de projets et d'une passion que je pensais éternelle. Même mon séjour dans cette clinique suisse pour surmenage sévère, une suggestion attentionnée d'Adrien, m'apparaissait comme une preuve de son inquiétude. Il veillait sur moi, me protégeait du stress du monde des affaires. Quelle délicieuse et tragique naïveté. Je me reposais pendant qu'il préparait minutieusement le dynamitage de nos fondations, et je le remerciais pour ça. Le tableau était encore plus idyllique lorsque l'on y ajoutait les personnages secondaires de cette farce. Ma sœur, Chloé, que j'ai toujours vue comme mon ombre fragile, celle que je devais protéger et élever. Je l'invitais à nos dîners, lui offrais des robes de haute couture, partageais avec elle mes secrets les plus intimes, croyant sincèrement apaiser la jalousie que je devinais parfois dans son regard. Je pensais la combler, alors qu'en réalité, je ne faisais qu'alimenter sa convoitise. Et puis, il y avait les Leclerc, mes beaux-parents. Ils m'entouraient d'une affection presque étouffante, me qualifiant de « fille qu'ils n'avaient jamais eue ». Leurs compliments m'aveuglaient, masquant leur mépris pour mon nom et leur avidité pour ma fortune. Ils jouaient leur rôle à la perfection, applaudissant notre union tout en encourageant leur fils à s'emparer de mon héritage. J'y étais au centre d'une conspiration familiale, la seule spectatrice ignorante de la pièce qui se jouait à mes dépens. La clinique suisse m'avait libérée avec 24 heures d'avance, une récompense pour ma coopération exemplaire. J'avais ressenti une joie pure, enfantine, à l'idée de surprendre Adrien. Je m'imaginais déjà son visage s'illuminer en me voyant sur le seuil de notre hôtel particulier, un jour plus tôt que prévu. Le trajet en voiture jusqu'à Paris fut une douce rêverie, un retour à la vie, à mon amour, à mon sanctuaire. Pourtant, en franchissant la porte massive, un silence inhabituel m'a accueilli. Pas de musique classique flottant dans le grand hall, pas de personnel s'affairant, juste le son étouffé de mes pas sur le marbre. Une étrange appréhension a commencé à poindre, un frisson glacial rampant sous la chaleur de mes retrouvailles anticipées. La maison semblait retenir son souffle, comme si elle était complice d'un secret qu'elle ne voulait pas encore me révéler. C était le calme avant la tempête, et moi, naïvement, je cherchais encore le soleil. J'ai traversé le salon, mes doigts effleurant les objets familiers qui me semblaient soudain distants, étrangers. J'ai gravi le grand escalier en colimaçon, chaque marche me rapprochant d'une vérité que mon esprit refusait encore d'envisager. Je pensais trouver Adrien dans notre chambre, peut-être plongé dans un livre ou assoupi. C'est alors que je les ai entendus. Des murmures, des chuchotements étouffés, ponctués d'un rire léger et féminin qui n'était pas le mien. Mon cœur a manqué un battement, non pas par suspicion, mais par une confusion grandissante. Qui pouvait être avec lui? La porte de notre suite était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière tamisée. J'ai avancé sans bruit, poussé par une curiosité qui allait bientôt se transformer en mon plus grand cauchemar. Je me tenais sur le seuil de ma propre vie, sur le point de découvrir que je n'en avais jamais été que l'invité, et que mon billet d'entrée était sur le point d'expirer. Mon monde s'est effondré en une fraction de seconde. Dans le lit conjugal, sur mes draps de soie égyptienne, se trouvaient mon mari et ma propre sœur, Chloé. La vision était d'une violence inouïe, une profanation de tout ce que je tenais pour sacré. Mais le véritable coup de poignard, n'était pas visuel. Il fut auditif. La voix de Chloé, faussement inquiète, et si elle découvre tout en rentrant? Puis la réponse d'Adrien, chaque mot un éclat de verre dans mon cœur, prononcé avec un mépris qui anéantissait des années d'amour supposé. Ne t'inquiète pas. Elle ne cause que des problèmes, tout le monde la croit instable. On s'en débarrassera. Instable. Problème. S'en débarrasser. Ces mots na n'étaient pas une simple excuse pour leur liaison. C était leur manifeste, la justification de leur conspiration. Ils ne me trompaient pas seulement, ils planifiaient mon effacement total de ma propre existence. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré.
Une partie de moi est morte dans ce couloir. Elle, Éléonore aimante. Elle, épouse dévouée, la sœur protectrice. Elle s'est évaporée, laissant place à une entité froide, vide et d'une clarté terrifiante. Le choc a cautérisé la blessure instantanément, la transformant non pas en chagrin, mais en une pure et glaciale fureur. Chaque pièce du puzzle s'est alors assemblée avec une logique implacable. Mon surmenage, le séjour en clinique, l'affection suspecte de mes beaux-parents, la jalousie que je prenais pour de la fragilité chez ma sœur. Tout était un mensonge. Une pièce de théâtre macabre dont J était la seule spectatrice ignorante. Il ne m'avait pas seulement trahi, il m'avait jugé, condamné, et était sur le point de m'exécuter socialement. La douleur n'existait plus, remplacée par une seule et unique pensée. La guerre venait d'être déclarée, et je la mènerais avec une précision chirurgicale. Sans un bruit, j'ai reculé, refermant doucement la porte sur la scène de ma vie détruite. Chaque mouvement était délibéré, mes muscles répondant à une nouvelle volonté de faire. Descendre les escaliers n'était plus une fuite, mais une retraite stratégique. Je me suis réfugiée dans le bureau de mon père, ce sanctuaire de pouvoir et d'intelligence au cœur de la maison. Assise dans son fauteuil en cuir, entourée de ses livres et de son héritage, la nouvelle Éléonore est née. Leur donner la satisfaction d'une confrontation hystérique aurait été valider leur diagnostic, leur prouver qu'ils avaient raison de me considérer comme instable. Non, mon silence serait ma première arme. Ils continueraient leur petite comédie, ignorant que le public avait changé, que la victime était devenue le metteur en scène. Ma vengeance n'allait pas être un drame passionnel. Ce serait un chef-d'œuvre de destruction méthodique, et le rideau venait à peine de se lever. Assise dans le fauteuil en cuir de mon père, le monde s'est arrêté. Le son assourdissant de mon cœur brisé s'est tu, remplacé par un silence cristallin, une clarté absolue et terrifiante. Les larmes qui ont finalement coulé sur mes joues n'étaient pas celles du chagrin, mais de la pure fureur. Éléonore aimante, l'épouse dévouée, la sœur protectrice, elle est morte dans ce couloir. Elle a été assassinée par les deux personnes qu'elle chérissait le plus. À sa place, une autre femme est née, ou plutôt, s'est réveillée. L'héritière Valois, celle que j'avais mise en sommeil pendant des années, leur faire face maintenant, hurler, pleurer, aurait été leur offrir la victoire sur un plateau d'argent, ce serait valider leur diagnostic, leur prouver que J était bien instable. Non. Ma première décision de stratège fut le silence. La guerre ne se gagnerait pas par les cris, mais par le calcul. Le rideau était tombé sur la comédie de mon mariage. Il était temps que je mette en scène leur tragédie. Mon esprit, libéré du brouillard de l'amour, a commencé à analyser la situation avec une froideur chirurgicale. Ce N n'était pas une simple liaison. C était une conspiration. Une prise de contrôle hostile menée contre ma vie entière. Adrien N n'était pas un mari infidèle. C était un prédateur corporatif qui avait utilisé mon cœur comme un cheval de Troie pour s'infiltrer dans mon empire. Chloé N n'était pas qu'une sœur jalouse. Elle était sa complice la plus venimeuse, prête à me poignarder dans le dos pour prendre ma place. Mes beaux-parents, les Leclerc, n'en étaient pas une famille aimante, mais des vautours avides attendant de se repaître des restes de ma fortune. La trahison était totale, systémique. Par conséquent, ma réponse devait l'être aussi. Mon objectif s'est alors défini avec une précision glaciale. Il ne s'agirait pas de les blesser, mais de les anéantir. Je démantèlerais leur vie, brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que les ruines de leur arrogance. Le plan a pris forme dans l'obscurité du bureau. Demain, je retournerai officiellement à la maison. Je ne serai pas la femme qui a tout découvert, mais celle qu'ils attendent. L'épouse convalescente, fragile, un peu perdue après son séjour en clinique. Mon instabilité supposée, l'arme qu'ils comptaient utiliser contre moi, allait devenir mon plus grand atout, mon camouflage parfait. Je jouerai mon rôle à la perfection. Je leur sourirai, j'aurai l'air confuse, peut-être même reconnaissante de leur soutien. Cette performance les confortera dans leur supériorité, les rendra arrogants, négligents. Pendant qu'ils trinqueront à leur succès imminent, je serai dans l'ombre, rassemblant mes preuves, affûtant mes lames, tissant la toile dans laquelle ils viendraient eux-mêmes s'engluer. L'ironie était exquise. La faiblesse qu'ils m'avaient assignée serait le marteau qui fracasserait leur monde. Ma vengeance commencerait par un sourire.
Mon regard s'est posé sur le portrait de mon père, suspendu au-dessus de la cheminée. Son expression sévère semblait m'approuver. J'ai compris à cet instant que le monde des affaires, qu'il avait dominé avec une poigne de fer, n'était pas si différent de celui que je venais de découvrir. C était un champ de bataille, où la confiance était une faiblesse et l'amour un passif. L'héritage qu'il m'avait laissé n'était pas seulement financier, il était stratégique. La douleur avait gelé mon cœur, le transformant en un bloc de marbre impénétrable. Cette émotion ne serait plus un guide, mais un outil à manipuler. J'ai fait un vœu silencieux, non pas à Dieu, mais à la mémoire de mon père et à la femme que je devenais. Ils voulaient compte débarrasser de moi? J'allais les effacer de l'existence. Leur nom, leur réputation, leur avenir. Tout serait réduit en cendres. La guerre était déclarée. Et dès le lendemain, je tirerais le premier coup. Le lendemain de ma découverte, je suis rentrée officiellement, jouant le rôle qu'il m'avait écrit. J était l'épouse convalescente, le regard un peu vide. Une fragilité étudiée dans chaque geste. Adrien m'a accueilli avec une étreinte qui me glaça le sang, sa voix suintant une fausse inquiétude. Chloé se tenait derrière lui, me regardant avec une pitié simulée qui masquait mal son triomphe. Il me voyait comme un bibelot brisé à manipuler. Quelle ironie! Ils pensèrent me gérer, alors que J était déjà en train de calculer l'angle de leur chute. Mon sourire fatigué était mon premier camouflage. Le masque parfait sous lequel la stratège que J était devenue commençait à affûter ses lames. Il s'inquiétait pour ma santé mentale, sans se douter que C était précisément ma lucidité retrouvée qui allait signer leur arrêt de mort. La comédie avait commencé, et j'en étais désormais la seule metteuse en scène. Ma première offensive s'est déroulée dans le silence feutré de mon boudoir, avant même que le soleil ne se lève complètement sur Paris. Un seul appel a suffi. À l'autre bout du fil, la voix grave de M. Dubois, le banquier privé de la famille Valois, un homme dont la loyauté envers mon père frisait la dévotion. Mes instructions étaient claires, prononcées d'un ton calme qui ne laissait place à aucune objection. Révoquer immédiatement toutes les procurations d'Adrien Leclerc sur l'intégralité des comptes Valois, personnels et professionnels. Annuler toutes ses cartes de crédit affiliées. Geler la ligne de financement de 10 millions qu'il s'apprêtait à débloquer. Il y eut un court silence, puis un simple « Bien, mademoiselle Éléonore ?» En raccrochant, j'ai ressenti une satisfaction glaciale. Je ne lui coupais pas seulement les vivres, je lui coupais les ailes. Un prédateur sans ressources n'est plus qu'une bête acculée, et la panique serait sa première erreur. J'ai observé les premières secousses de mon séisme financier depuis le confort de notre salon. Adrien a tenté de régler un achat en ligne, son visage passant de l'impatience à l'incrédulité, puis à une fureur contenue. J'ai savouré chaque expression. Sa carte de platine, son symbole de statut, venait d'être réduite à un simple morceau de plastique inutile. Il a passé une série d'appels rageurs, hurlant sur des assistants de banque impuissants. Dans son esprit arrogant, il ne pouvait s'agir que d'une erreur système, d'une incompétence administrative. Jamais, pas un seul instant, il n'a tourné son regard soupçonneux vers moi, la femme fragile assise sur le canapé, feignant de lire un livre. Sa condescendance était mon meilleur bouclier. Chloé tentait de le calmer, mais je voyais déjà dans ses yeux une pointe d'inquiétude. Le train de vie luxueux qu'il lui avait promis commençait à dérailler. Le surlendemain, j'ai fait mon grand retour au siège du groupe Valois. Mon arrivée n'avait rien à voir avec mes visites précédentes, où je n'étais que l'épouse décorative du directeur général. Cette fois, je suis entrée par le hall principal, non pas comme Madame Leclerc, mais comme Éléonore de Valois, l'actionnaire majoritaire. J'ai senti les regards changer, les chuchotements s'éteindre sur mon passage. J'ai salué le conseil d'administration avec une assurance nouvelle, annonçant ma décision de reprendre un rôle actif dans la supervision de l'entreprise. J'ai vu la panique dans les yeux des alliés d'Adrien. Je n'étais plus un pion sur leur échiquier, mais la reine qui revenait réclamer son trône. Mon deuil était terminé. Ma régence commençait. Chaque couloir que je traversais était une reconquête de mon territoire. Ma première décision en tant que membre actif du conseil fut d'une simplicité brutale. J'ai convoqué une réunion d'urgence et, d'une voix posée, j'ai annoncé le lancement d'un audit interne complet sur les départements gérés par Adrien, invoquant une nécessité de moderniser nos protocoles de transparence. C était un coup de maître. Officiellement, personne ne pouvait s'y opposer sans paraître suspect. Officieusement,
C était une déclaration de guerre. Je n'avais même pas besoin de trouver des preuves immédiatement. La simple menace de l'audit suffisait. Je savais qu'Adrien avait maquillé des comptes et favorisé des fournisseurs complices. La peur allait le pousser à commettre des erreurs, à contacter ses complices, à laisser des traces. J'avais lâché les chiens, et il ne me restait plus qu'à attendre que la proie, épuisée, se trahisse elle-même. Parallèlement à mon offensive corporative, j'ai activé le volet clandestin de mon plan. J'ai pris rendez-vous avec Jean-Luc Ferrand, un détective privé dont la réputation était aussi impeccable que ses méthodes étaient impitoyables. Dans son bureau discret près de la place Vendôme, je n'ai pas exposé les lamentations d'une femme trompée, mais le cahier des charges d'une cliente exigeante. « Je veux tout », lui ai-je dit. La liaison avec ma sœur, documentée. Les comptes bancaires offshore d'Adrien, tracés. Ses vices, ses faiblesses, ses complices. Je ne veux pas de suppositions. Je veux des preuves irréfutables. Le budget est illimité. Ferrand m'a regardé, un rare éclair de respect dans ses yeux. Il a compris qu'il ne travaillait pas pour une victime, mais pour un bourreau en devenir. Chaque euro dépensé était un clou que je préparais pour le cercueil de leur avenir. La guerre psychologique a commencé par une simple enveloppe Kraft, déposée anonymement sur le bureau d'Adrien. À l'intérieur, une seule feuille. L'impression d'un relevé de transactions obscures vers un compte aux îles Caïmans, une opération que seul lui et son directeur financier pouvaient reconnaître. Il n'y avait ni message, ni menace. Juste l'information brute. L'objectif était de créer une fissure dans sa forteresse. Qui avait fuité cela? Un ennemi extérieur? Ou pire, un traître à l'intérieur? Je l'ai observé depuis mon bureau à travers les cloisons vitrées. Il est devenu agité. Passant des appels suspicieux, son regard balayant ses plus proches collaborateurs avec une paranoïa nouvelle. Je n'avais pas besoin de l'attaquer de front. Je l'ai simplement laissé s'empoisonner avec sa propre méfiance, le regardant démanteler lui-même son réseau de complices. Grâce au micro que j'avais fait installer par elle, équipe de Ferrand, bien avant mon retour officiel, leur soirée n'avait pas eu plus de secret pour moi. Leur conversation, autrefois remplie de promesses et de mépris à mon égard, était désormais tendue, acrimonieuse. D'où vient cet audit? Comment la banque a-t-elle pu couper tes fonds sans t'en avertir? Demandait Chloé, sa voix stridente trahissant sa panique. Adrien, à bout de nerfs, devenait agressif. « Tais-toi! Tu ne comprends rien! Laisse-moi réfléchir! » lui criait-il. J'y écoutais, savourant chaque syllabe de leur discorde. Le magnifique édifice de leur trahison, bâti sur ma ruine supposée, commençait à se fissurer sous la pression. Ils étaient tellement occupés à se suspecter mutuellement qu'ils ne voyaient pas la véritable architecte de leur chaos. Le danger s'est présenté sous la forme d'un appel urgent de Ferrand. Ils sont sur leur garde. Leclerc a engagé une équipe de contre-surveillance pour inspecter son bureau et sa voiture ce soir. Ils vont trouver les micros. Mon cœur, pour la première fois depuis des jours, a martelé contre mes côtes. Un échec si tôt aurait été catastrophique. Je devais improviser, et vite. J'ai réfléchi une seconde, l'esprit plus clair que jamais. J'ai utilisé un téléphone prépayé pour passer un appel anonyme au service de sécurité du groupe Valois, signalant une activité suspecte et une possible menace industrielle visant un autre directeur, un rival connu d'Adrien. Cela a déclenché un protocole de sécurité qui a confiné l'étage et reporté la fouille du bureau d'Adrien. J'avais gagné 48 heures, le temps pour équipe de Ferrand de retirer notre matériel. Cette quasi-catastrophe m'a appris une chose. Ma victoire ne tenait pas seulement à mon plan, mais à ma capacité à danser au bord du précipice sans jamais tomber. Consciente que je ne pouvais pas mener cette guerre seule, j'ai convoqué mon plus fidèle allié, Maître Renaud, l'avocat historique de la famille Valois, un homme qui m'avait vu grandir. Dans la bibliothèque lambrissée de son cabinet, je lui ai exposé la situation, sans omettre les détails les plus sordides. Son visage, d'abord empreint de compassion, s'est durci pour devenir un masque de fureur glaciale. Il avait vu Adrien comme un gendre idéal, et la trahison le touchait personnellement. « Cette vermine » a-t-il murmuré. « Éléonore, mon serment à votre père était de vous protéger. Dites-moi ce dont vous avez besoin. » Sa loyauté indéfectible était le roc sur lequel j'allais bâtir ma forteresse juridique. Il a immédiatement commencé à préparer les dossiers de divorce pour faute grave et à monter une offensive légale qui attendrait, dans l'ombre, le moment parfait pour frapper.
Les Leclerc, mes chers beaux-parents, n'ont pas été épargnés. Leur cupidité était leur plus grande faiblesse, et je l'ai exploitée sans pitié. Je savais qu'Adrien les avait convaincus d'investir toutes leurs économies dans l'un de ses projets parallèles, une société écran qu'il utilisait pour détourner des fonds. Grâce au gel de ses avoirs, ce projet s'est effondré du jour au lendemain. J'ai alors appelé ma belle-mère, jouant la belle-fille désemparée. « Je suis si inquiète », lui ai-je dit, la voix tremblante. Adrien semble si stressé. Il a parlé d'un mauvais investissement. J'espère que tout va bien pour vos placements. Le silence à l'autre bout du fil fut éloquent. En quelques heures, ils harcelaient leur fils, exigeant des réponses qu'ils ne pouvaient pas leur donner. Je les avais transformés de complices silencieux en créanciers hurlants, ajoutant leur voix au cœur grandissant de ses problèmes. Chloé devenait de plus en plus imprudente. Privée des cadeaux somptueux et du train de vie qu'Adrien lui faisait miroiter, son impatience se transformait en amertume. Elle a tenté de m'approcher lors d'un dîner de famille tendu, son visage arborant un masque de sollicitude fraternelle. « Tu as l'air mieux, Éléonore. Mais es-tu sûre que tout va bien? Tu sembles si... distante. » Elle cherchait une faille, une confirmation que J était toujours la femme brisée qu'ils avaient prévu de manipuler. Je lui ai offert un sourire vague et fragile. « C'est juste la fatigue, ma chérie. Heureusement que vous êtes tous là pour veiller sur moi. » La voir se débattre dans le piège de ma fausse faiblesse était un plaisir cruel. Elle était un serpent, certes, mais un serpent stupide, et je tenais fermement le bâton qui allait lui briser l'échine. La consécration de mes efforts est arrivée une nuit pluvieuse, sous la forme d'un fichier crypté envoyé par Ferrand. Le titre était simple. Le marteau. C était un enregistrement audio d'une clarté parfaite, capté par un nouveau micro dissimulé dans un stylo qu'une assistante avait oublié sur le bureau d'Adrien. On l'entendait, non pas avec Chloé, mais avec son comptable véreux. La conversation était une confession complète. Les méthodes de détournement de fonds, les montants exacts et leurs plans pour utiliser de faux rapports médicaux afin de me faire mettre sous tutelle. En écoutant leur voix, leur rire complice alors qu'ils planifiaient ma destruction, je n'ai ressenti aucune colère. Juste le calme absolu d'une prédatrice tenant la jugulaire de sa proie entre ses dents. Ce N n'était plus une preuve. C était une sentence. Sentant elle et O se resserrer, mais incapable d'en identifier la source, Adrien a commis l'erreur que j'attendais. Il a décidé de passer à l'offensive sur le seul terrain où il se croyait encore supérieur, ma prétendue fragilité mentale. Il a commencé à distiller des rumeurs auprès des membres du conseil, à contacter des médecins peu scrupuleux, à préparer le terrain pour une demande de mise sous tutelle. Il pensait me porter le coup de grâce, me dépeindre comme une folle incapable de diriger l'Empire valois. Mon allié, la directrice de la communication fidèle à mon père, me rapportait chaque mouvement. Il ne se doutait pas qu'en faisant cela, il m'offrait la scène parfaite pour ma révélation finale. Il construisait lui-même le théâtre de sa propre humiliation publique, et je le laissais faire, savourant chaque étape de son autodestruction. Le silence de ma guerre était sur le point de s'achever. Toutes les pièces étaient en place. Les preuves étaient dans un coffre-fort. Mes alliés étaient prêts. Mes ennemis, affolés et divisés, s'apprêtaient à jouer leur dernière carte, sans savoir que le jeu était déjà terminé. La convocation pour l'Assemblée générale annuelle des actionnaires trônait sur mon bureau, non pas comme une menace, mais comme une invitation à la cérémonie de leur exécution. En me regardant dans le miroir ce soir-là, je ne vis plus le fantôme de la femme trahie. Je vis une reine, calme et déterminée, ajustant sa couronne avant de monter sur le champ de bataille pour la dernière fois. La guerre silencieuse avait été gagnée dans l'ombre. Il était maintenant temps d'offrir au monde un spectacle inoubliable, un final où les méchants ne seraient pas seulement vaincus, mais anéantis. Leur riposte ne fut pas immédiate. Pendant quelques jours, un calme étrange, presque inquiétant, s'installa dans la maison. La tension entre Adrien et Chloé S. était dissipée, remplacée par une nouvelle forme de complicité, chuchotée et furtive. Ils ne se disputaient plus, ils conspiraient, je les observais, mon esprit analysant ce changement de dynamique. Ils avaient compris qu'ils étaient attaqués, même s'ils ignoraient encore d'où venait le tir. Leur instinct de survie les avait réunis, transformant leur liaison sordide en une alliance de guerre. Ils cessèrent de se battre entre eux pour concentrer leurs forces contre leur véritable ennemi. Moi,
Leur erreur fatale fut de croire que cet ennemi était encore la femme qu'ils avaient envoyée en Suisse. Ils se préparaient à combattre un fantôme, ignorant le prédateur qui les observait depuis l'ombre. La première salve de leur contre-offensive fut insidieuse, une campagne de chuchotement qui se propagea dans les couloirs du groupe valois. Les rumeurs sur ma fragilité se firent plus précises. On parlait de mon comportement erratique, de mes décisions impulsives depuis mon retour. L'audit que j'avais lancé était présenté comme la preuve de ma paranoïa. Je voyais les regards fuyants de certains cadres, la pitié feinte d'autres. Était une manœuvre classique, mais efficace. Discréditer le messager pour ignorer le message. Je laissais les rumeurs enfler, chaque mensonge devenant une brique supplémentaire dans le mur de leur propre prison. Ils pensaient m'isoler, me peindre comme une folle. En réalité, ils ne faisaient que confirmer, pour ceux qui me restaient fidèles, la bassesse de leur caractère et l'urgence de ma mission. Un après-midi, l'un des plus anciens membres du conseil d'administration, un homme que je savais redevable à Adrien, a demandé à me voir. Il a adopté un ton paternel, m'expliquant avec une sollicitude écœurante qu'il s'inquiétait pour moi. « Éléonore, ma chère, a-t-il commencé, peut-être devriez-vous prendre un peu plus de temps pour vous? La pression des affaires peut être écrasante après ce que vous avez traversé. » Je l'ai écouté sans l'interrompre, lui offrant un sourire là. « Vous avez raison, Jacques. C'est précisément parce que je me sens encore fragile que j'ai besoin de m'assurer que tout est en ordre. Considérez cette audite comme ma façon de mettre de l'ordre dans mes pensées. » Ma réponse, mêlant fausse vulnérabilité et logique implacable, le laissa sans voix. Il était venu me tester, me pousser à la faute. Il est reparti avec la certitude que J était imprévisible, et donc encore plus dangereuse. Chloé, quant à elle, excellait dans son rôle de Cassandre. Au dîner mondain, au vernissage, partout où le nom Valois était murmuré, elle jouait la sœur éplorée. Je l'entendais, grâce aux amis qui me rapportaient fidèlement ses paroles, décrire ma détresse, ma difficulté à me reconnecter à la réalité. Elle parlait de moi avec des larmes dans la voix, expliquant à quel point elle et Adrien étaient désemparés, cherchant seulement à protéger l'héritage familial de mes deux caprices. Chaque mot était un coup de poignard dans le dos, une trahison publique qui s'ajoutait à l'intime. Elle ne se contentait pas de vouloir ma vie, elle voulait aussi réécrire mon histoire, me transformer en la méchante de son conte de fées perverti. Son talent pour la comédie était indéniable. Dommage pour elle, le dernier acte était déjà écrit, et son rôle se terminait dans la poussière. La véritable nature de leur plan m'a été révélée par un appel nocturne de Ferrand. Sa voix était grave. Ils ont contacté le docteur Mercier. Ce nom a fait l'effet d'une décharge électrique. Le docteur Alain Mercier était un psychiatre radié de l'ordre. Une figure sinistre connue dans les cercles les plus sombres de Paris pour sa spécialité. Fournir des expertises médicales de complaisance, des diagnostics sur mesure pour des divorces houleux ou des mises sous tutelle forcée. Il ne se contentait plus des rumeurs. Il construisait un dossier médical frauduleux, une arme légale pour me faire déclarer mentalement inapte, me dépouiller de mes droits, de mon nom, de ma liberté. La guerre venait de franchir un nouveau seuil. Ce N était plus une bataille pour le pouvoir ou l'argent. C était devenu une lutte pour ma survie. Pour valider leur diagnostic frauduleux, ils avaient besoin d'une preuve, d'une crise de nerfs publique. Ils ont donc organisé un dîner de famille, une embuscade tendue dans le décor de notre propre salle à manger. Les Leclerc étaient présents, leurs visages pétris d'une compassion visqueuse. L'atmosphère était étouffante. Chaque question était une mine. « Ma chérie, tu manges si peu ?» a glissé ma belle-mère. « Tu devrais vraiment te ménager » a renchéri son mari. Il me traitait comme une enfant malade, une poupée de porcelaine fêlée. J'ai joué le jeu, répondant par des monosyllabes, gardant les yeux baissés, leur offrant l'image de la faiblesse qu'ils désiraient en voir. Ils se croyaient si intelligents, si manipulateurs, sans voir que le véritable marionnettiste, était moi, et qu'il ne faisait que danser au bout de mes fils. Le coup est venu d'Adrien. Avec un soupir théâtral, il a posé sa fourchette. « Éléonore, nous sommes inquiets. Tu te souviens de cette crise, l'année dernière, à l'opéra? Tu étais si confuse. Je crains que cela ne recommence. » Il inventait de toutes pièces, mêlant un vague souvenir à un mensonge éhonté.
Chloé a immédiatement enchaîné, la voix tremblante. C'est vrai, elle a des absences. Parfois, elle ne me reconnaît même plus. Ils me peignaient le portrait d'une démente devant leurs parents, créant des témoins pour leur future audience au tribunal. Je les ai regardés, l'un après l'autre, sentant la rage monter en moi comme une marée noire. Mais je l'ai contenue, l'ai transformée en une arme. Au lieu d'exploser, j'ai laissé une larme, une seule, couler sur ma joue. J'ai regardé Adrien avec des yeux remplis d'une peine infinie et d'une confusion parfaite. L'opéra? Je ne me souviens pas, Adrien. Tu es sûr? Puis, me tournant vers Chloé, ne pas te reconnaître, ma sœur, c'est terrible. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je suis plus malade que je ne le pense. Mon apparente capitulation les a pris au dépourvu. Ils s'attendaient à de la colère, à des dénégations hystériques qui auraient servi leur cause. Au lieu de cela, je leur ai offert une victime si parfaite, si brisée, qu'ils ont paru cruels et insensibles. J'ai vu le doute naître dans le regard de ma belle-mère. Mon acte de faiblesse était une démonstration de force absolue. Leur tentative de provocation ayant échoué, ils ont accéléré leur plan. Quelques jours plus tard, Maître Renaud m'a convoqué d'urgence. Son visage était sombre. Sur son bureau, une notification officielle. Adrien avait déposé une requête auprès du juge des tutelles, demandant une évaluation psychiatrique obligatoire à mon encontre en vue d'une mise sous protection juridique. Les motifs invoqués étaient accablants. Altération grave des facultés mentales, comportement paranoïaque menaçant les intérêts du groupe Valois, prodigalité, une référence directe à l'audit. Ils utilisaient mes propres armes contre moi, les tordant pour les faire passer pour des symptômes de folie. Le document était signé par le docteur Mercier. Le piège légal était officiellement enclenché. L'espace d'un instant, un froid glacial m'a envahi. La peur. Pas la peur de perdre ma fortune, mais celle de perdre le contrôle, de être enfermée, réduite au silence, non par des murs physiques, mais par la puissance implacable de la loi qu'ils avaient retournée contre moi. Était leur coup de maître, l'arme ultime contre laquelle ma fortune ne pouvait rien. Mais cette peur n'a duré qu'une seconde. Elle a été consumée par une fureur si intense qu'elle en est devenue une forme de sérénité. Ils avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient transformé une vengeance en une question de vie ou de mort. En menaçant ma liberté, ils m'avaient libérée de toute contrainte morale. Il ne s'agissait plus de les ruiner. Il s'agissait de les éradiquer. Ma réponse fut immédiate et précise. Ferrand, ai-je ordonné au téléphone quelques minutes plus tard. Oubliez tout le reste. Votre seule et unique priorité est le docteur Mercier. Je veux connaître chaque tache sur son âme, chaque squelette dans son placard, chaque patient qu'il a détruit. Je veux que vous le démolissiez si complètement que, à la fin, son nom seul sera synonyme de fraude et de parjure. Puis, j'ai appelé Maître Renaud. Préparez notre défense, mais ne montrez aucune de nos cartes. Laissez-les croire qu'ils nous ont acculés. Nous allons utiliser l'audience non pas pour nous défendre, mais pour les juger. La machine de guerre que j'avais construite changeait de cible, passant de la finance à la justice, avec la même détermination implacable. Dans sa précipitation, Chloé a commis une erreur d'amateur. Grisée par leur apparente progression, elle a tenté de consolider leur dossier en contactant directement la clinique suisse. Elle s'est fait passer pour mon assistante, puis pour moi-même, essayant d'obtenir une copie de mon dossier médical complet, espérant y trouver des éléments à charge. Était une manœuvre désespérée et stupide. La clinique, un bastion de discrétion pour l'élite mondiale, possède des protocoles de sécurité plus stricts qu'une banque. Non seulement ils lui ont refusé l'accès, mais le directeur de l'établissement, un ami personnel de mon père, m'a appelé immédiatement pour m'informer de cette tentative de fraude. Chloé venait de me livrer sur un plateau d'argent la preuve irréfutable de leur conspiration et de leur préméditation. La menace a alors pris une tournure plus directe, plus primitive. Un soir, alors que je travaillais tard dans le bureau, Adrien est entré, son visage un masque de fausse sollicitude. Il m'a servi un verre d'eau et, dans un geste faussement maladroit, l'a renversé sur mon ordinateur portable. Un grésillement, un écran noir, des mois de travail, de notes, de recherches, anéantis, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. « Oh, mon Dieu, je suis tellement désolée !» s'est-il exclamé, son jeu d'acteur à peine convaincant. Je l'ai regardé,
un sourire glacial aux lèvres. « Ne t'en fais pas, chérie. Ce n'est que du matériel. L'essentiel est toujours sauvegardé ailleurs. » Son visage s'est décomposé. Il avait voulu me lancer un avertissement, détruire mes preuves. Il n'avait réussi qu'à me confirmer qu'il était terrifié. Le lendemain matin, la menace est montée d'un cran. Mon chauffeur, un ancien militaire d'une loyauté à toute épreuve, m'a intercepté avant que je ne monte dans la voiture. Son visage était blême. « Madame, ne montez pas. J'ai fait une vérification de routine. La conduite des freins a été sectionnée. Pas complètement, juste assez pour qu'elle lâche après quelques kilomètres, probablement à haute vitesse. » Le silence qui a suivi ces mots était assourdissant. Ce N n'était plus une rumeur, ni une bataille juridique. C était une tentative de meurtre. Ils n'essayaient plus seulement de m'enfermer. Ils essayaient de m'éliminer. La ligne rouge venait d'être franchie de la manière la plus brutale qui soit. Mon plan de vengeance n'était plus un choix. C était devenu un impératif de survie. J'ai montré le rapport du mécanicien à Maître Renaud. Pour la première fois, j'ai vu cet homme de loi imperturbable perdre son sang-froid. Ses mains tremblèrent de rage. « C'est une déclaration de guerre totale, Éléonore. Nous devons aller à la police. Maintenant. » J'ai secoué la tête. Ma décision déjà prise. Non. Une enquête policière serait longue, incertaine. Il n'aurait que des soupçons. Je ne veux pas de soupçons, maître. Je veux une certitude. Je veux une exécution publique. Leur désespoir nous a donné l'arme la plus puissante, la justification. Nous n'allons pas nous défendre. Nous allons les anéantir. Et nous le ferons sur la scène qu'ils ont eux-mêmes choisie, l'Assemblée générale. Il a compris. La justice des hommes était trop lente. La mienne serait foudroyante. Leur réseau de complices commençait à se fissurer sous la pression. Une de mes amies, qui était révélée être une informatrice pour Chloé, m'a invitée à déjeuner, prétextant vouloir prendre de mes nouvelles. Je savais que C était une mission de reconnaissance, une tentative de sonder mon état d'esprit, de recueillir des munitions pour leur audience. J'ai accepté avec empressement. Pendant 2 heures, je lui ai servi le cocktail parfait de désespoir et de confusion. J'ai pleuré sur mon mariage, j'ai émis des doutes sur ma propre santé mentale, j'ai parlé de vendre mes parts pour partir loin de tout. Je lui ai donné exactement ce qu'elle était venue chercher. Je l'imaginais déjà courant rapporter sa victoire à Chloé, les deux se réjouissant de ma chute imminente, sans se douter qu'elle ne faisait que marcher plus profondément dans mon piège. Pendant qu'ils se concentraient sur ma destruction personnelle, j'ai porté un nouveau coup à leur fondation professionnelle. J'ai utilisé l'incident de la tentative de piratage de mes dossiers médicaux et les rumeurs persistantes pour convoquer une réunion extraordinaire du Conseil. D'une voix chargée d'une émotion calculée, j'ai expliqué que la situation était devenue intenable et que pour protéger l'entreprise de ce drame personnel, je demandais la suspension immédiate d'Adrien de toutes ses fonctions opérationnelles, le temps que l'audit soit terminé et que la situation juridique soit clarifiée. Pris au piège de leur propre narration, ils ne pouvaient s'y opposer sans paraître vouloir nuire à une femme fragile. Le vote fut quasi unanime. En un après-midi, Adrien N était plus qu'un roi sans royaume, banni de son propre palais, privé de son titre, de son bureau et de son pouvoir. Adrien était devenu une bête en cage. Les micros que Ferrand avait réinstallés dans leur appartement sont devenus le théâtre de sa déchéance. J'ai écouté son appel désespéré à son père, sa voix passant de l'arrogance à la supplication. Il le suppliait de lui prêter de l'argent, de l'aider à monter une défense, lui parlant de « problème de liquidité temporaire ». La réponse de son père fut d'une froideur exquise. « Tu as misé nos économies et tu as perdu. Tu t'es servi de nous comme tu t'es servi de cette fille. Débrouille-toi. » Les vautours que j'avais affamés se retournaient de maintenant contre leur propre progéniture. La famille Leclerc, si unie dans la cupidité, se déchirait dans la défaite. Chloé, voyant le navire sombrer, a montré sa vraie nature, celle d'une survivante sans la moindre loyauté. Ferrand m'a envoyé des photos d'elle, prises à la terrasse d'un palace parisien en pleine conversation avec l'un des plus grands rivaux du groupe Valois. Elle souriait, séductrice, vendant probablement les quelques secrets d'entreprise qu'elle avait pu glaner pour s'acheter une porte de sortie, un nouvel homme riche à qui s'accrocher. Sa trahison envers Adrien était aussi rapide et complète que celle qu'elle m'avait infligée. C était presque poétique. LN
était pas la complice d'Adrien par amour, mais par ambition. Son ambition cherchait simplement un nouvel hôte plus viable. Elle était un parasite, et son hôte actuel était en train de mourir. Pendant ce temps, la mine que j'avais placée sous la carrière du docteur Mercier a finalement explosé. Ferrand a retrouvé l'une de ses anciennes victimes, une femme que Mercier avait fait interner abusivement des années auparavant pour le compte d'un mari influent. Brisée mais pas anéantie, elle avait gardé des preuves, des enregistrements, des lettres. Confrontée à la perspective d'une nouvelle enquête et de la ruine totale, elle a accepté de signer une déposition sous serment détaillant l'ensemble du modus operandi de Mercier. J'avais maintenant de quoi non seulement discréditer leur témoin clé, mais aussi le faire radier à vie et probablement l'envoyer en prison. L'arme qu'ils pensaient pointer sur ma tempe était sur le point de se retourner contre eux. Le calendrier judiciaire est devenu mon meilleur allié. La date de l'audience pour ma mise sous tutelle a été fixée. Par une délicieuse ironie du sort, elle tombait la veille de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires. Dans l'esprit d'Adrien, le plan était parfait. Il me ferait déclarer légalement incompétente le mardi, prendrait le contrôle de mes droits de vote, et le mercredi, il se ferait couronner seul maître de l'Empire lors de l'Assemblée. Il se voyait déjà savourer sa victoire, ignorant que ce timing serré ne faisait que rendre sa chute plus spectaculaire. Il avait lui-même construit la rampe de lancement de sa propre destruction. Je n'avais plus qu'à allumer la mèche au bon moment. Avec Maître Renaud, nous avons affiné notre stratégie. Nous n'allions pas nous opposer à l'audience. Au contraire, nous allions la laisser se dérouler. Nous laisserions Adrien et son avocat présenter leurs 6 preuves, leurs faux témoignages, le rapport frauduleux du docteur Mercier. Nous les laisserions tout déballer, tout inscrire au procès-verbal, commettant ainsi leurs mensonges et leurs parjures devant un officier de justice. L'audience N n'était pas un danger, C était une opportunité. C était le lieu où ils allaient officiellement charger l'arme avec laquelle j'allais les abattre publiquement moins de 24 heures plus tard. Chaque mot qu'ils prononceraient devant le juge serait un clou de plus dans leur propre cercueil. Les derniers jours avant la confrontation furent d'un calme olympien. Adrien et Chloé, grisés par la proximité de leur triomphe supposé, me laissaient tranquille. Je me suis enfermée dans le bureau de mon père. Non pas pour préparer une défense, mais pour peaufiner une exécution. J'ai passé en revue chaque diapositive de la présentation pour l'Assemblée générale. Chaque photo, chaque extrait audio, chaque ligne de relevé bancaire. C était une symphonie de la destruction, chaque note calculée pour un impact maximal. J'en étais plus animée par la colère, mais par une concentration totale, celle d'un chirurgien avant une opération complexe et vitale. Je n'allais pas seulement gagner, j'allais disséquer leur vie devant le monde entier, ne laissant rien d'autre que la vérité nue de leur trahison. La veille de l'audience, Chloé a tenté une dernière manœuvre. Elle m'a appelée, sa voix brisée par des sanglots de crocodile. « Éléonore, je t'en prie, il faut que ça s'arrête. Adrien est devenu fou, il me fait peur. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » C était sa dernière carte, se désolidariser de lui, se poser en victime collatérale pour tenter de sauver sa peau. J'ai écouté son monologue pathétique sans prononcer un seul mot. Le silence était ma seule réponse. Un vide plus assourdissant que n'importe quel cri de haine. Quand elle a fini de plaider, à bout de souffle, j'ai simplement raccroché. Il n'y avait plus rien à dire. Le temps des mots était révolu. L'heure des conséquences était arrivée. Cette même nuit, les micros ont capté la dernière conversation qui scellerait leur destin. Adrien, ivre d'arrogance, célébrait sa victoire anticipée avec son avocat. Je l'ai entendu ricaner. Demain, à 7 heures, elle ne sera plus qu'un nom sur un document juridique, une folle sans aucun pouvoir. Et après-demain, à l'Assemblée, je prendrai tout. L'Empire Valois sera enfin l'Empire Leclerc. Son mépris était total, sa confiance absolue. Il ne se doutait pas que j'y écoutais, que chaque mot qu'il prononçait était enregistré, devenant la touche finale de mon réquisitoire. Il venait de prononcer sa propre oraison funèbre, et je serais là pour m'assurer qu'elle soit entendue de tous. J'ai passé le reste de la nuit dans le bureau, non pas à dormir, mais à contempler le portrait de mon père. Je ne cherchais plus son approbation. Je sentais une forme de communion, une passation de pouvoir. Il avait bâti cet empire avec force et intelligence. Je le protégeais avec ruse et férocité. Il avait affronté des concurrents et des marchés hostiles.
J'avais affronté la trahison au cœur même de ma propre maison. En me battant pour ma survie, J était devenue son véritable héritière, pas seulement par le sang, mais par l'esprit. Demain, je n'allais pas seulement sauver son héritage, j'allais le faire mien, le forger à l'image de la femme que j'étais devenue, incassable. Le matin de l'audience, je n'ai pas choisi un tailleur sobre de femme d'affaires. J'ai revêtu une robe rouge Valois, une création audacieuse de notre dernière collection, la couleur du pouvoir, de la passion et du sang. C était une armure de soie, une déclaration silencieuse. Je n'étais pas une accusée se rendant à son procès. J était une reine se rendant à un couronnement. Mon maquillage était impeccable, mes cheveux coiffés avec une précision glaciale. Chaque détail était conçu pour projeter une image de contrôle absolu, de sérénité inébranlable. Quand mon chauffeur m'a ouvert la porte, je n'ai ressenti aucune appréhension, seulement l'excitation froide du prédateur qui s'apprête à fermer son piège. En arrivant au tribunal, je les ai vus sur les marches, m'attendant avec leur avocat. Adrien m'a regardé avec un air de triomphe à peine dissimulé. Chloé, à ses côtés, affichait un masque de tristesse et de pitié. Ils voyaient ce qu'ils voulaient revoir. La femme fragile en robe rouge, un dernier sursaut de défi avant l'effondrement. Ils ne pouvaient pas voir la vérité. Ils ne pouvaient pas sentir l'acier dans ma colonne vertébrale, ni voir le champ de ruines de leur avenir qui se dessinait dans mes yeux. Ils pensaient entrer dans une salle d'audience pour me faire interner. Ils entraient en réalité dans la première antichambre de leur enfer personnel. Maître Renaud m'a rejointe, m'a tendu un dossier. Je l'ai à peine regardé. Toutes les preuves, toutes les stratégies étaient gravées dans mon esprit. En montant les marches du palais de justice, une pensée m'a traversée, d'une clarté cristalline. Ils avaient commencé cette guerre en me qualifiant de « problème » dont il fallait se débarrasser. Ils avaient élevé les enjeux, transformant une affaire de cœur et d'argent en une lutte pour ma liberté et ma vie. Ce faisant, ils m'avaient donné la seule chose dont j'avais besoin, une absolution totale pour la dévastation que j'allais leur infliger. Ma vengeance-haine n'était plus un acte de colère. C était un acte de justice. Et leur jugement était sur le point de commencer. Le jour de l'Assemblée générale annuelle était enfin arrivé. L'air du grand auditorium de notre siège social vibrait d'une énergie électrique, un mélange de cupidité et d'ambition. Adrien était à la tribune, rayonnant. Le maître du monde dans son costume sur mesure. Il déroulait sa vision pour l'avenir du groupe Valois avec une éloquence qui, je devais l'admettre, était impressionnante. Au premier rang, ma sœur Chloé et mes beaux-parents buvaient ses paroles, leurs visages illuminés par l'anticipation de leur triomphe. Ils me jetaient des regards furtifs, remplis d'une pitié feinte. Ils voyaient la femme brisée qu'ils avaient créée, ignorant que sous mon masque de sérénité se cachait la prédatrice qui attendait patiemment son heure. Ils assistaient à leur propre couronnement, sans se douter que la guillotine était déjà en place, prête à tomber sur un simple signe de ma part. Adrien conclut son discours par un appel vibrant à l'unité et à la confiance, avant de lancer la procédure de vote qui devait le consacrer maître absolu de mon héritage. C'est à cet instant précis que je me suis levée. D'une voix calme mais qui porta jusqu'au fond de la salle, j'ai demandé la parole pour une communication exceptionnelle au nom de l'actionnaire majoritaire. Un silence de mort s'est abattu sur l'Assemblée. Tous les visages se sont tournés vers moi. Le sourire d'Adrien s'est figé, une lueur d'incertitude dans ses yeux. Il ne pouvait refuser. J'ai remonté l'allée centrale, chaque pas résonnant sur le marbre comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Je n'étais pas une victime venant plaider sa cause. J'y étais une reine venant réclamer son trône, et mon sceptre serait l'épée qui trancherait la tête de l'usurpateur. Arrivé sur scène, je me suis positionnée à côté d'Adrien, sans lui accorder un regard. J'ai fait un signe discret au technicien en régie, un homme loyal à mon père. Elle, écran géant derrière nous, qui affichait encore les graphiques financiers d'Adrien, est devenue noire une seconde avant de s'illuminer à nouveau. Ce N était plus un logo d'entreprise, mais une photographie d'une netteté parfaite. Une photographie de mon lit conjugal, avec mon mari et ma sœur enlacés, leurs visages trahissant une intimité abjecte. Un hoquet collectif a parcouru la salle. Un son puissant et unanime. J'ai enfin tourné les yeux vers Chloé. Son visage était passé du rose triomphant au blanc cireux de la mort. La première fissure venait d'apparaître dans leur monde. Ce N était que le début de leur démolition.
Avant même que le choc initial ne se dissipe, l'image a disparu, remplacée par l'onde sonore d'un fichier audio. La voix d'Adrien, empreinte d'un mépris glacial, a empli l'auditorium. Chaque mot amplifié par le système de sonorisation. « Ne t'inquiète pas, elle ne cause que des problèmes. Tout le monde la croit instable. On s'en débarrassera. » Sa propre voix, sa propre sentence. L'Assemblée a compris. Ce N n'était pas une simple liaison, une vulgaire affaire d'adultère. C était une conspiration, un complot méticuleusement orchestré pour M, écarter, me faire passer pour folle et me dépouiller. J'ai observé le visage d'Adrien se décomposer, sa confiance en lui évaporant pour laisser place à une panique pure et animale. Il était piégé sur scène, illuminé par les projecteurs de sa propre infamie, condamné par ses propres paroles. La bande audio s'est tue, et l'écran a affiché une nouvelle série de documents. Cette fois, des chiffres, des relevés bancaires, des schémas de transactions complexes. D'une voix neutre, chirurgicale, j'ai exposé les conclusions de l'audit que j'avais commandé. J'ai détaillé, ligne par ligne, les millions d'euros qu'Adrien avait détournés vers des comptes offshore au Caïman via un réseau de sociétés écrans. Chaque diapositive était une preuve irréfutable, chaque chiffre un clou de plus planté dans son cercueil professionnel. Le silence dans la salle était devenu lourd, pesant. Je n'avais pas seulement exposé un mari infidèle et un conspirateur, j'exposais un escroc, un voleur qui avait pillé l'entreprise qu'il prétendait vouloir diriger. L'homme d'affaires visionnaire N était plus qu'un criminel en col blanc, démasqué devant ses pairs. Le coup de grâce était encore à venir. L'écran a affiché la déposition sous serment de l'ancienne victime du docteur Mercier, suivi du rapport d'expertise confirmant le sabotage des freins de ma voiture. J'ai alors relié tous les points pour mon public captif. Leur plan initial était de me faire interner, en s'appuyant sur un diagnostic frauduleux. Quand cette méthode s'est avérée trop lente, ils sont passés à une solution plus radicale, plus définitive. La stupeur a laissé place à l'horreur. L'affaire N était plus financière, elle était criminelle. Ils n'avaient pas seulement voulu me voler, ils avaient voulu me tuer. J'ai senti le basculement de l'opinion publique, la condamnation unanime et sans appel de l'Assemblée. Ils étaient plus des traîtres, mais des monstres. Et les monstres, on ne les juge pas, on les abat. J'ai terminé ma présentation par une phrase simple et glaciale. Voici les véritables menaces qui pèsent sur le groupe Valois. Au même instant, les portes du fond de l'auditorium se sont ouvertes. 2 inspecteurs de la brigade financière, suivis de plusieurs policiers en uniforme, ont commencé à remonter l'allée. Le chaos a éclaté. Les flashs des photographes crépitaient, les journalistes criaient des questions. Adrien était pétrifié, son regard allant des policiers qui s'approchaient à moi, comprenant enfin l'ampleur du piège que j'avais refermé sur lui. J'ai savouré le son métallique des menottes se refermant sur ses poignets. Au premier rang, Chloé s'est levée et a fui, disparaissant dans la cohue, poursuivie par les caméras et par la honte éternelle que je venais de graver sur son nom. Tandis qu'Adrien était emmené, hagard et vaincu, je suis restée impassible au pupitre. Le président du conseil, un vieil ami de mon père, m'a rejointe. Il a pris le micro et, d'une voix forte, a annulé le vote précédent avant d'en proposer un nouveau, à main levée. Je propose la nomination immédiate de Madame Éléonore de Valois au poste de présidente directrice générale du groupe Valois. Un tonnerre d'applaudissements a secoué la salle. Les mains se sont levées, unanimes. La victoire était totale, absolue. En regardant cette mer de visages, je n'ai ressenti ni joie exubérante, ni soulagement. Juste le calme profond et satisfaisant du pouvoir reconquis. La guerre était terminée. Le poison avait été purgé. J était rentré chez moi, et la reine était enfin assise sur son trône. La poussière de l'auditorium est retombée, mais le silence qui a suivi le chaos était plus assourdissant que n'importe quel cri. Je suis restée sur scène, seule, contemplant la salle vide où était jouée la scène finale de leur tragédie. Je n'ai ressenti aucune euphorie, aucune joie triomphale. Seulement le calme profond et glacial d'une équation mathématique enfin résolue. La vengeance n'est pas une passion chaude et désordonnée. C'est un art qui exige de la précision, de la patience et une absence totale de sentiments. Leurs vies étaient en ruine, non pas à cause d'un coup de sang, mais d'une stratégie implacable. Adrien était parti, emmené par la justice des hommes. Mais c'est moi qui avais été son unique juge,
son jury et son bourreau. La guerre était terminée, et sur le champ de bataille, il ne restait plus qu'une seule souveraine, debout au milieu des décombres de ses ennemis. Le lendemain, mon nom était sur toutes les lèvres, mais le récit était le mien. J'avais pris le contrôle de la narration avant même que les premiers articles ne soient imprimés. Mon équipe de communication, dirigée d'une main de fer, a diffusé un communiqué de presse soigneusement rédigé. Joanne n'était pas la femme trompée, mais l'héritière protégeant son legs. Pas la victime, mais la justicière qui avait purgé son entreprise de la corruption. Les médias m'ont surnommée l'héritière de fer, la reine Valois. Adrien était dépeint comme le prédateur qu'il était, un arriviste cupide et manipulateur. Chloé, quant à elle, n'était qu'une note de bas de page sordide, le symbole pathétique de la trahison familiale. J'avais transformé ma douleur personnelle en une légende corporative. Et cette légende était désormais mon armure la plus impénétrable. Le procès d'Adrien fut une simple formalité, une conclusion administrative à une guerre déjà gagnée. Je n'y ai pas assisté. Je me contentais des rapports quotidiens de Maître Renaud. L'accumulation de preuves était si accablante qu'aucune défense n'était possible. L'enregistrement de sa confession, les transactions offshore, le témoignage du comptable, tout cela a peint le portrait d'un criminel méthodique. Il a été condamné à une peine de prison ferme pour fraude aggravée, abus de biens sociaux et détournement de fonds. La tentative de meurtre, bien que non prouvée de manière irréfutable, a pesé lourdement dans la sévérité de la sentence. Il a disparu derrière les murs d'une prison, son nom effacé des annales du monde des affaires, réduit à un simple numéro de matricule, exactement comme il avait voulu faire de moi. Le sort de Chloé fut plus subtil, mais tout aussi dévastateur. Mon père, dans sa prescience, avait inclus une clause morale dans son testament. Tout héritier qui, par ses actions, porterait un préjudice public et grave à l'honneur du nom Valois, serait immédiatement et irrévocablement déshérité. J'ai demandé à Maître Renaud de l'activer. En une signature, Chloé a tout perdu, son allocation, sa part de l'héritage, son nom. Elle est devenue une paria, bannie de la société qu'elle convoitait tant. Ses appels désespérés, ses messages larmoyants sont restés sans réponse. Je ne lui ai offert ni la confrontation qu'elle espérait, ni le pardon qu'elle ne méritait pas. Je l'ai condamnée à l'oubli, la punition la plus cruelle pour quelqu'un qui avait désespérément voulu exister à ma place. Quant aux Leclerc, leur chute fut la conséquence logique de leur avidité. Leur fils en prison, leurs économies évaporées dans ces combines, ils étaient ruinés. J'ai veillé personnellement à ce que les créances qu'Adrien avait contractées en leur nom soient honorées. Les banques ont saisi leurs maisons, leurs biens, tout ce qui constituait leur petite fierté bourgeoise. J'ai reçu une lettre de ma belle-mère, un mélange pathétique de supplications et d'insultes. Je l'ai lue jusqu'au premier mot de reproche, puis je l'ai jetée dans le feu de la cheminée de mon nouveau bureau. Il n'y était que des parasites qui avaient prospéré sur le malheur des autres. Il était juste qu'ils finissent consumés par le vide qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer. Mes premiers pas en tant que présidente directrice générale du groupe Valois furent ceux d'une conquérante. L'atmosphère au siège avait changé. La familiarité feinte avait laissé place à un respect teinté de crainte. Ma première décision fut une purge. Tous les cadres qui avaient soutenu Adrien, qui avaient de fermer les yeux sur ses agissements ou participé à la campagne de rumeurs contre moi, ont été remerciés le jour même. Leurs bureaux ont été vidés avant le coucher du soleil. J'ai promu à leur place ceux qui étaient restés fidèles à la mémoire de mon père, des professionnels compétents et loyaux. Je ne resterai pas un ordre ancien. Je forgeai un nouvel empire à mon image, efficace, impitoyable et absolument incorruptible. Le bureau de mon père est devenu le mien. Assise dans son fauteuil, face à son portrait, j'ai enfin compris la nature de son héritage. Ce N n'était pas l'argent ou le pouvoir, mais la force de caractère. La femme que j'y étais, celle qui croyait en l'amour et la confiance, avait dû mourir pour que la véritable héritière Valois puisse naître. La douleur N était plus une blessure ouverte, mais une cicatrice. Un rappel permanent que la vulnérabilité est un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Je ne regrettais pas l'ancienne Éléonore. LN était qu'une chrysalide, une étape nécessaire à la métamorphose du phénix. La femme qui contemplait Paris depuis cette fenêtre n'était pas brisée. Elle était complète, forgée dans le feu de la trahison.
Mon premier discours au conseil d'administration et aux employés fut bref, précis, dénué de toute sentimentalité. Je n'ai pas évoqué le passé, ni la trahison. J'ai parlé de l'avenir, de l'excellence, de la domination. J'ai exposé une vision claire et agressive pour l'expansion du groupe, annonçant le lancement d'une nouvelle ligne de produits de luxe sur le marché asiatique. Mon autorité était naturelle, incontestée. Je n'étais pas là pour guérir des blessures, mais pour conquérir des territoires. Je leur ai montré que je n'étais pas simplement une survivante qui avait repris son dû, mais une leader visionnaire prête à mener le groupe valois vers des sommets inégalés. Le message était clair. Les ères du doute étaient terminées, les ères de la certitude commençaient. J'ai vendu l'hôtel particulier, ce théâtre de mon bonheur factice et de mon humiliation. Je ne pouvais vivre entouré des fantômes d'une vie qui n'avait été qu'un mensonge. J'ai donné des instructions claires, tout ce qui leur avait appartenu, chaque objet touché par leurs mains, devait être brûlé. Je ne gardais rien. Ce haine n'était pas un acte de colère, mais un acte de purification. J'ai emménagé dans un penthouse de verre et d'acier au sommet d'une tour, un nid d'aigle dominant la ville. Depuis mes fenêtres, Paris S étendait à mes pieds, non pas comme un foyer, mais comme un échiquier. Chaque lumière était un pion, chaque rue une ligne de force. Gise était passé d'une prison dorée à une forteresse de pouvoir. Un soir, une lettre est arrivée, portant le cachet de l'administration pénitentiaire. C était Adrien, des pages de remords calculés, de souvenirs déformés, de tentatives de manipulation psychologique pour obtenir mon pardon, ou peut-être simplement mon aide financière. Je l'ai lu avec une curiosité froide, comme un biologiste étudiant un spécimen venimeux sous un microscope. Ces mots n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. J'ai pris un flacon de « Indomptable », le parfum que mon père avait créé pour ma mère, et j'en ai aspergé la lettre. Puis, je l'ai regardé se consumer dans la cheminée, l'odeur de la détermination et du papier brûlé se mêlant dans l'air. C était le dernier lien avec mon passé, et il partait en fumée. Ma vie est devenue une symphonie de discipline et de contrôle. Mes journées sont consacrées à l'empire, mes nuits à la stratégie. J'ai des alliés, des subordonnés, des contacts, mais plus d'amis intimes. L'amour est un concept qui appartient à une autre vie, une autre femme. Je ne suis pas seule, je suis autosuffisante. Mon véritable partenaire est mon entreprise. Ma seule passion est son succès. Le soir, je me tiens souvent devant la baie vitrée, un verre de vin à la main, contemplant la ville lumière. Je ne ressens ni solitude ni regret. Je ressens la plénitude du pouvoir, la sérénité d'une femme qui est devenue la seule et unique architecte de son destin, et qui n'a de compte à rendre à personne. En regardant mon reflet dans la vitre, superposé à la carte scintillante de Paris, je vois la vérité de ma transformation. Ils ont voulu se débarrasser d'un problème. Ils ont essayé d'enfermer une femme qu'ils jugeaient instable, mais en essayant de me briser, ils n'ont fait que me libérer de mes dernières illusions. Ils n'ont pas détruit Éléonore de Valois, ils l'ont créée. La femme fragile qu'ils ont envoyée dans une clinique suisse n'est jamais revenue. À sa place se dresse une reine, forgée dans le feu de la trahison, couronnée par sa propre vengeance. Ils voulaient mon empire, ma vie. J'ai pris la leur en échange. Ma victoire n'était pas une fin. C était un commencement. Mon règne ne fait que commencer.